Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans cette superbe salle ici, le Grand Théâtre de l'Île Grand Palais pour cette soirée des lauréats 2024 de Réseau Entreprendre Nord. Vous pouvez déjà toutes et tous les applaudir. Et oui, 34 projets cette année, 34 projets, 54 lauréates et lauréats que vous avez pu déjà peut-être découvrir dans cette salle, là-haut, hein, dans ce village des lauréats. À partir de 17 h, vous pouviez les rencontrer, c'est peut-être déjà fait. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, ben, ça sera possible après la plénière. Et puis, en même temps, on boira un petit coup tous ensemble. Tout va bien. Alors, nous allons bien sûr démarrer cette soirée avec un petit mot d'accueil du président et du directeur de Réseau Entreprendre Nord. Je vous demande un applaudissement pour Arnold Fouquet et Richard de Gesel. Bonsoir à tous. Au nom du bureau, au nom du conseil d'administration de l'association Réseau Entreprendre Nord, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée des lauréats 2024. Alors ce soir, on va parler entrepreneuriat, on va parler audace, création d'entreprise, multi-création d'entreprise, sérieux l'entrepreneur. Moi, je suis personnellement un entrepreneur en série atypique. J'ai créé dans ma vie 3 entreprises. J'en ai planté 2. La première que j'ai créée, c'était avant de rejoindre Réseau Entreprendre. C'est après que les choses se sont gâtées. Mais Réseau Entreprendre m'a appris à ne pas avoir peur, à tenter, à vivre de mes expériences et à me nourrir. Et peut-être que si je ne m'étais pas trompé et planté avec l'accompagnement de Réseau Entreprendre, la première entreprise pour laquelle je vis aujourd'hui ne serait peut-être plus là. Voilà, donc c'est l'apport que m'a apporté Réseau. Et ce soir, j'espère qu'on va passer une bonne soirée au nom de cet esprit, cette initiative, cet accompagnement. L'équipe de Réseau Entreprendre sera toujours présente pour accompagner les entrepreneurs, quelles que soient les conditions et l'environnement qu'ils traversent. Je pense que ce soir, on va passer une bonne soirée, Richard, non ? Je pense également. Je vais couper court, ce n'est pas le ski. Je suis ravi de vous retrouver. Avec l'équipe, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver tous et tous ce soir. Vous êtes plus de 1300 inscrits, et donc déjà un grand merci. On a pris un plaisir dingue à organiser cette nouvelle édition. Et j'espère que vous allez passer en notre compagnie une excellente soirée des lauréats. À tout à l'heure. Bonne soirée. Merci beaucoup Arnold, merci également à Richard. Alors, quels sont celles et ceux qui étaient là l'année dernière ? Levez la main. Il y en avait quand même quelques-uns. Nous avions évoqué l'année dernière l'intelligence artificielle. Cette nouvelle technologie qui allait impacter et qui impacte véritablement notre entreprise, nos entreprises aujourd'hui. Et on a souhaité cette année prolonger un petit peu ces sujets, cette réflexion, notamment sur l'audace entrepreneuriale et sur notamment tous ces réseaux sociaux qui accompagnent nos entreprises. Et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec notre invité. Mais avant cela, et je laisse durer le plaisir un petit peu, j'aimerais qu'on puisse écouter quelques lauréats qui ont bien voulu répondre à nos questions sur cette thématique justement de l'audace entrepreneuriale et sur les réseaux sociaux. Écoutons-les. Pour moi, l'audace, le fait, oui, d'oser, le fait de se réveiller le matin avec un projet grandissant, florissant et d'embarquer les équipes avec nous. Alors, audacieuse, je suis pas sûre. Je pense plutôt que c'était une évidence pour moi de me réinstaller, en fait. L'audace, c'était peut-être de voir avec mon fils et l'association avec mon fils.
Quand j'ai créé Idein, j'ai quitté mon job que j'avais depuis pas mal d'années, j'ai divisé mon salaire par 2. Ma femme, je ne savais pas, était enceinte. Son entreprise ne marchait pas forcément fort à ce moment-là pour créer des applis alors que j'en ai jamais fait une seule. Je pense que c'était plutôt de l'audace. C'est affronter la peur de l'échec, parce que pour être audacieux, il faut essayer, et quand on essaye, on échoue. Et c'est se relever à chaque fois, donc c'est vraiment ça l'audace. Avoir peur, essayer, échouer, retenter. Je pense que l'arrivée de mes 3 enfants m'a donné un peu cette force, ce courage justement d'oser passer le cap, d'oser quitter mon job de sage-femme. Et puis si j'échoue, j'aurai toujours cette sécurité-là de revenir en arrière. Ce que je voulais surtout pas, c'était me réveiller à 55 ans en me disant j'avais un rêve et je ne l'ai pas réalisé. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une arme redoutable en fait, parce que ça m'a fait gagner un temps fou. L'utilisation des réseaux sociaux n'est pas on va dire un canal d'acquisition client. Je m'en sers comme un book pour montrer ce qu'on sait faire et pour rassurer des clients qui potentiellement voudraient travailler avec nous. Pour nous, les réseaux sociaux, dont principalement LinkedIn, permettent de communiquer avec notre communauté et de passer des messages forts et de montrer que l'entreprise est en mouvement. Ça nous permet d'un côté de rester à la page, de voir ce qui se fait, mais aussi de pouvoir communiquer. C'est des nouvelles technologies et donc la plupart des gens ne sont pas nécessairement au courant, donc il faut pouvoir les éduquer. Les réseaux sociaux, c'est quand même un moyen formidable pour les équipes. La marque employeur, montrer que notre entreprise c'est un endroit où il fait bon vivre. On a beau le dire, tout le monde va dire que son entreprise c'est un endroit où il fait bon vivre. Pouvoir le montrer, c'est une super opportunité. Il faut savoir varier les canaux pour pouvoir réussir à se faire entendre. Ça dépend de l'appétence que l'entrepreneur a pour les réseaux sociaux. Je pense que s'il n'y a pas d'appétence, ça ne va pas forcément fonctionner parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Mais par contre, une fois qu'on a compris notamment l'algorithme, qu'on aime ça et qu'on sait le placer au cœur de notre outil de travail, oui, ça peut aller très vite. Ça permet vraiment de créer du lien et de créer une communauté qui partage la même vision et qui nous donne aussi ce coup de boost dont on a besoin quand les choses vont un peu moins bien. Et c'est un outil aussi qui nous permet de faire du sourcing de nouveaux fournisseurs parce qu'en étant actif sur ces réseaux-là, on découvre également l'activité d'autres fournisseurs. Et donc oui, ça nous fait grandir. Je n'ai pas d'autre choix aujourd'hui que de m'y mettre, même si j'ai une clientèle à gérer. À un moment donné, cette clientèle elle va aussi se renouveler. Et donc, je vais devoir absolument axer sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un projet que j'ai pour justement 2025. Moi, je n'ai pas vocation à dire que quelqu'un qui va rentrer chez PlayerLink va rester chez PlayerLink toute sa vie. Et donc, pouvoir leur permettre de justement, à travers PlayerLink, favoriser leur personal branding, c'est aussi moi en profiter le temps qu'ils sont sur le bateau, mais c'est aussi eux pour voir derrière partir avec un outil qui leur servira pour la suite de leur carrière professionnelle. Alors, je crois que j'avais lu un jour Descartes qui avait dit nous n'avons rien à perdre à croire en Dieu. Et moi, mon conseil, c'est que je pense qu'on n'a rien à perdre à aller sur les réseaux sociaux. Réseau Entreprendre Nord, pour moi, ça a été vraiment salvateur et ça m'a permis vraiment de me poser les bonnes questions, de structurer sur tous les pans de mon activité. On a gagné 5 ans en à peine 6 mois parce qu'on justement on a pu parler à des gens dans le réseau qui sont des chefs d'entreprise expérimentés et qui nous évitent justement de faire ces erreurs. Le réseau Entreprendre Nord, pour moi, est dans le move. On se pose les bonnes questions et on va avoir des sujets, j'en suis sûre, très intéressants et qui vont aussi un peu nous bousculer, quoi. Voilà. Oui, vous pouvez les applaudir, hein. Alors, on va enchaîner tout de suite avec notre invité. Il est un jeune créateur d'entreprise et il nous fait le plaisir d'être là ce soir. Je vous demande d'accueillir Valran Moulet-Berthaud. Bonsoir Valran.
Comment ça va? On peut se tutoyer, Valran? Bien sûr, évidemment. Tu as, allez, à peu près la moitié de mon âge, hein, donc tout va bien. Ça te rend très jeune. Comment? Ça te rend très jeune. Voilà, c'est ça. Alors, Valran, il faut préciser les choses, c'est que tu es un créateur d'entreprise, je le disais, tu es président fondateur de Le Crayon Group. Hein, premier média de débat du digital avec plus de 2 millions d'abonnés où sont organisés des débats avec les plus grandes personnalités du pays. Tu leur préciseras ça tout à l'heure. Le Pinceau également, qui est une agence d'influence, de création de contenu et d'intelligence économique pour les grandes entreprises. Et également le Surligneur, qui est une agence de personal branding sur les réseaux et dans les médias qui compte plus de 200 clients accompagnés avec eux, parmi eux des grands dirigeants, des fondateurs de grosses startups et des influenceurs de premier plan. Il y a également les Pépites de France, et ça c'est important de le préciser parce que c'est un média digital leader sur le tourisme et l'art de vivre en France avec plus de 2,5 millions, c'est ça, d'abonnés et 500 000 utilisateurs sur l'app mobile. Alors, si vous ne connaissez pas, parce que je pense qu'il y en a dans la salle qui connaissent les Pépites de France, mais je vous invite bien sûr vivement à aller sur ce site. Alors, tu as commencé il y a quelques années déjà, hein, et pourtant tu n'as que 17 ans. Tu as créé avec 3 associés, dont ta sœur. 27. Comment? 27. Qu'est-ce que j'ai dit? 17. Oui. Alors, c'est vrai que tu as eu l'idée très très jeune. Tu as eu l'idée très jeune, mais effectivement, tu as 27 ans et tu as créé avec 3 associés, et dont ta sœur, d'ailleurs, Sixtine. Alors, tu es également chroniqueur dans l'émission Hebdocom sur BFM Business, également sur M6 depuis quelques temps là, dans l'émission La Grande Semaine, et sur RMC dans Les Grandes Gueules. Alors ça s'est fini l'année dernière. Voilà. Merci de le rappeler. Mais c'est pas grave, parce que ça fait partie de la carte d'identité de Valran Boulet-Berthaud. Bah, c'était très sympa, Les Grandes Gueules, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Voilà. Et en 2023, tu as été nommé dans la catégorie immédiate de la liste Forbes 30 Under 30. Donc ça, c'est quand même pas mal. Bon, alors... J'espère qu'on parlera comme ça de moi à mon mariage, hein, pour être très franc. L'audace entrepreneuriale, il en a été question dans la vidéo qu'on a vue. On a parlé notamment aussi des réseaux sociaux, etc. On vient de le voir. Pour créer le crayon, il a fallu, bien sûr, de l'audace. Certainement. Est-ce que tu as demandé l'avis à quelqu'un pour te lancer? C'est la question que je te pose. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner 30 minutes. Ok. Et je vais te laisser je peux me lever avec les invités. Tu peux te lever, tu peux prendre ta petite zapette. Magnifique. Et je te laisse 30 minutes pour répondre à cette question. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir quand même, s'il vous plaît. Putain, je vais avoir envie de revenir, hein, si je suis introduit comme ça, c'est incroyable. Je voulais commencer par vous poser une question qui est: qui consomme les réseaux sociaux, n'importe lequel, au moins une fois par semaine? Gardez la main ceux qui postent sur les réseaux sociaux, sur leur propre compte, une fois par semaine, au moins une fois par semaine. Voilà, donc on a divisé par 10 quasiment. Et en fait, c'est ça le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner un petit entrevue, alors j'ai une trentaine de minutes pour le faire, mais de exactement ce qui se cache derrière la révolution des réseaux sociaux. Parce qu'elle n'est pas si récente que ça. Je veux dire, la création de Facebook, c'est 2004-2005. On est quand même avancé depuis. Et pourtant, les réseaux sociaux restent quelque chose qu'on appréhende encore très très mal. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas compris le point le plus fondateur des réseaux sociaux, et nous, les gens avec lesquels on bosse, et les gens qu'on voit dans notre écosystème, c'est la principale chose qui a été oubliée, c'est que les réseaux sociaux, c'est la révolution du sans permission. Alors certains y reconnaîtront un podcast très bien classé dans les charts de podcasts entrepreneurs, mais ce podcast-là a eu raison sur son titre, qui est que c'est ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est qu'on a été éduqués depuis notre plus tendre enfance, et j'ai quelques très bons souvenirs aussi à l'école, on a été éduqués à demander la permission pour absolument tout. On veut aller aux toilettes, quand on dit on lève la main, on demande à la maîtresse. On veut intervenir en cours, on lève la main, on demande à la maîtresse. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de notre parcours, plus on grandit, plus on continue de faire en sorte qu'on demande la permission. Et il existe une case, une anomalie dans la société, où justement ne pas demander la permission est valorisé, c'est l'entrepreneuriat. Mais il y a un point commun,
c'est que c'est le cas d'un autre domaine, qui est celui des réseaux sociaux, dans lequel j'ai envie qu'on se plonge aujourd'hui. Alors ça a été dit très gentiment, mais en gros, qui suis-je? Moi, je suis un entrepreneur, c'est pas ma première entreprise de Crayon, j'en ai monté 2 avant. Je suis à la tête d'un des plus gros groupes du digital dans les médias qui s'appelle Le Crayon Group, qui représente 2 médias, 4 fondateurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés et 2 agences. Je suis chroniqueur à la télé sur M6, je suis créateur de contenu sur l'innovation, j'ai moi-même plus de 100 000 abonnés à titre personnel. J'ai lancé l'outil ELISE pour la présidentielle 2022, je suis vraiment fan de cette technologie-là. Et c'est mon sujet du jour, je crois que les réseaux sociaux, c'est la plus grande révolution du siècle, et j'insiste, devant l'intelligence artificielle. Parce que je pense que les réseaux sociaux est une révolution sociale, est une révolution qui du coup change complètement le paradigme de toutes nos vies, y compris nos vies les plus intimes. Et on y reviendra. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune normal, avec absolument aucune particularité spéciale, réussit à passer de son petit appart d'étudiant que vous pouvez voir avec le seul tableau que j'avais qui était celui que j'avais récupéré chez mes grands-parents, avec une chemise débraillée, un appart mal peint, et puis ce canapé, on ne s'en rend pas compte, mais les pieds, ils sont très très bancals. C'est-à-dire qu'à tout moment, je m'asseyais avec un peu trop de monde dessus, mon canapé s'écrasait. Et on fait 300 vues. Et vraiment. C'est-à-dire que c'est pas, on fait un peu plus que ça, mais c'est vraiment, on fait 300 vues. 300 vues alors qu'on passe nos nuits dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et comment c'est possible qu'un jeune con comme moi se retrouve à interviewer le président de la République 4 ans plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible qu'un changement de paradigme technologique, mais du coup social, permette cela? Parce que j'ai agi sans permission. On n'a pas l'habitude de ne pas demander la permission. On a été éduqué à la demander pour énormément de sujets. On a été habitué à la demander pour toute notre vie, mais on a été habitué à la demander, y compris dans le monde du travail. Alors même qu'elle coupe toute la vitesse que permet réellement les réseaux sociaux, que nécessitent même les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais les personnalités les plus connues des réseaux sociaux sont des personnalités qui cassent des codes. Si on prend le plus gros youtubeur du monde, MrBeast, les vidéos qu'il produit sont des vidéos bateau à 1 euro versus bateau à 1 milliard. On n'est quand même pas sur le truc le plus validé par un système institutionnel, intellectuel et sérieux. Squeezie, la version française du plus gros youtubeur, mais le plus gros youtubeur français, s'est fait connaître en tapant ses meilleures parties de Call of Duty en live stream avec ses abonnés. On est encore une fois très loin du sérieux, du costard-cravate, du conseil d'administration, des demandes de validation. Et aujourd'hui, ces 2 personnalités-là sont des exemples. Il y en a des dizaines, voire des centaines qui suivent en puissance derrière eux. Mais ces personnes-là ont la force de frappe de communication d'une multinationale. Et je veux vraiment que vous preniez un moment pour mesurer ce que ça veut dire. Ces 2 personnes-là, et toutes les personnes qui suivent derrière, ont la force de frappe de communication d'une multinationale. Et pourquoi? Pourquoi une multinationale? Pourquoi un grand groupe? Pourquoi une PME? Pourquoi une start-up? Pourquoi même un auto-entrepreneur n'a pas la capacité d'aller chercher cette même vitesse, cette même vélocité sur les réseaux sociaux, cette même création de communauté? Parce qu'on est encore tous convaincus qu'il faut qu'on demande la permission avant d'agir. Demander la permission pour communiquer en public, demander la permission pour transmettre des valeurs, demander la permission pour faire des deals avec son écosystème. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a pris l'habitude d'aller demander la permission, au point même que énormément du travail de millions de Français est de passer la journée à demander la permission. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? 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 Et ça occupe un tel temps dans les esprits que c'est devenu une culture. Et notamment en France, où on a cette culture du vivons heureux, vivons cachés, les réseaux sociaux ont été une nébuleuse avec laquelle on s'approchait peu parce qu'on la trouvait dangereuse, on la trouvait populiste, on la trouverait haineuse, on la trouvait risque réputationnel. C'est vrai, c'est aussi vrai, il y a de tout ça. Mais énormément de gens qui évoluent sur les réseaux sociaux et qui performent sur les réseaux sociaux arrivent à créer des choses qui sont tout à fait exceptionnelles et qui valent le coup de prendre ce risque de parler sans permission. Ça, c'est l'exemple typique que l'on a avec nos clients, mais que je pense que beaucoup de gens ici pourront retrouver si vous bossez dans des structures avec suffisamment de monde, vous pourrez vous retrouver. Ça, c'est le post LinkedIn type de la personne qui veut se lancer
parce qu'elle a envie de communiquer, mais qui va être dans son système de demander la permission. Alors j'ai pris ce monsieur tout le monde pour ne vexer personne, mais ça c'est du vécu, hein. C'est pas du tout, j'invente un exemple un peu exagéré, c'est du vécu. Après avoir revu cette communication auprès de 17 collaborateurs en interne, 3 agences, mon docteur, mon avocat, je vous annonce et je vous souhaite une belle année. Aujourd'hui, la communication des entreprises et même de beaucoup d'entrepreneurs, qui pourtant certains d'entre eux ne doivent même pas rendre de compte, c'est celle-là. Personne ne veut lire ça. Tout le monde s'en fout de ça. Et la raison, elle est toute simple. Vous-même, vous ne voudriez pas consommer ça. Ça ne vous intéresse pas tout ça. Vous sentez bien que la personne, elle ne vous parle pas, elle communique. Et c'est pour ça qu'on parle d'authenticité sur les réseaux sociaux. Cette espèce de grande idée, ce grand mot à la mode, qui veut absolument tout et rien dire en fait, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment ce qu'on veut y mettre. Mais quand on parle d'authenticité, on parle de fait de communiquer sans permission, sans filtre, en prenant le risque que ça déplaise. Mais aux US, ils ne voient pas les choses de la même manière. Ils ont tous les défauts du monde, les Américains, hein, qu'on soit d'accord. Et je suis bien plus heureux ici, en France, et a fortiori ce soir à Lille, dans le nord de la France, que je ne le serais aux États-Unis. J'ai pas envie de vivre aux États-Unis. Mais essayons de comprendre ce qui se passe là-bas. Ces 3 personnes-là, qui communiquent comme ça, sont des personnes qui sont toutes plus riches que quasi tous les Français, sauf peut-être 1 ou 2. Leurs entreprises sont toutes plus grosses que n'importe laquelle des entreprises en Europe. Et il y en a un qui boit une bière sur un wakeboard avec un drapeau américain, un autre qui se tatoue le logo de sa boîte sur son bras pour pouvoir le montrer à une conférence, et le dernier qui compare un de ses concurrents et un autre milliardaire à un homme enceint. Vous comprenez ce que je veux dire ? On parle de personnes dont les risques financiers, réputationnels, sont supérieurs à tout ce qu'on peut trouver en France. C'est vraiment important de le comprendre ça. Eux, avec des mauvaises communications, ils peuvent perdre des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards en une seule journée. Et je pense que la chute de Tesla qu'on a vue aujourd'hui en bourse, ou depuis 3-4 jours en bourse, annonce même justement cette chute de quelqu'un qui, pour le coup, est allé trop loin, vraiment beaucoup trop loin, dans cette prise de parole sans permission. Mais de fait, c'est aussi ce qui a bâti toute sa puissance. Parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, et ça c'est quelque chose que les gens ont du mal à appréhender, c'est que la confiance, la valeur, enfin à quel point on va suivre une personne, le fait qu'on ait de l'intérêt pour un contenu ou autre, ça fonctionne comme le crédit et le débit à la banque. Vous faites des choses qui plaisent aux gens, vous gagnez du crédit, vous faites des choses qui déplaisent aux gens, vous avez un débit. Plus vous communiquez de manière agréable, engageante, que les gens ont envie de suivre, plus vous augmentez votre crédit, et à l'inverse, plus vous faites des saluts nazis pendant des cérémonies d'investiture, plus vous perdez du crédit. Et c'est encore rassurant que ce genre de choses fasse perdre du crédit. Et ça, c'est vraiment pour que vous compreniez la manière dont vont fonctionner ces réseaux sociaux-là. La raison pour laquelle Squeezie peut dire à peu près ce qu'il veut sans que ça pose de trop gros problèmes, c'est parce que la réalité, c'est qu'il a un tel crédit. Ça fait 12 ans que les gens le suivent au quotidien dans ses aventures. Donc il faut qu'il aille très loin avant que les gens perdent confiance en Squeezie. Mais Squeezie, ça pourrait être vous, en tant que boîte, en tant qu'entrepreneur, en tant que chargé de communication dans une entreprise. Ça pourrait être vous, ça pourrait être votre boîte, ça pourrait être votre marque qui accumule ce crédit auprès de votre audience, auprès de votre communauté, auprès de vos partenaires, de vos clients, pour réussir à créer de l'adhésion, à communiquer des messages, à communiquer des valeurs, à le faire bien, à le faire de manière engageante. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à un wakeboard, vous tatouer le logo de votre boîte, vous foutre de la gueule de votre concurrent. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Mais vous voyez le gap. Ça, c'est votre fenêtre d'Overton. Votre fenêtre d'Overton, c'est Mark Zuckerberg qui est sur un wakeboard. Alors, je ne demande pas à Patrick Pouyanné ou à Lucas Di Meo d'aller faire du ski et d'en faire une vidéo. Mais en fait, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui se passerait de si grave ? Et je pense que ça, en France, on a du mal à le comprendre pour cette raison du vivons heureux, vivons cachés. On a cette grande idée, héritée de la Révolution, que si on va trop loin, c'est les torches et les fourches. Et cette idée-là, elle est profondément erronée, parce que je pense que c'est au contraire se murer dans sa tour et dans ses murs qui fait de nous des gens qui provoqueront les torches et les flammes. Parce que les gens, ils veulent qu'on leur parle sincèrement. Les gens sont beaucoup, beaucoup plus capables d'entendre notre voix qu'on ne le pense. Donc on met des dizaines de filtres, des agences dans tous les sens, des conseillers com, des contre-pouvoirs, partout. Parfois on s'auto-censure.
ce qui est même souvent le plus grave, au lieu d'aller chercher quelque chose d'authentique, quitte à déplaire à certaines personnes. Mais souvent, on gagnera beaucoup plus avec l'amour sincère de 80 personnes et le désamour de 20 personnes, plutôt que de la neutralité et du tiède auprès de 100 personnes. Pourquoi on a peur? On a peur de perdre de l'argent. C'est quand même la première vraie peur. Si je communique mal, typiquement, on en revient à l'exemple de Elon Musk et de son salut nazi, si je communique mal, je peux perdre de l'argent. Lui, ça s'est manifesté par une chute en bourse. Encore une fois, mérité, salutaire, mais ça reste un exemple. De toute façon, je pense que peu de gens dans la salle avaient cette idée-là. La deuxième peur, qui je pense est de toute la plus sincère, la plus violente à vivre, c'est de devenir un paria. Et c'est souvent nous ce qu'on voit le plus dans les gens avec lesquels on travaille. C'est cette peur de se dire « on va se foutre de ma gueule ». Et c'est très important de le dire, c'est vrai, on va se foutre de votre gueule. Et on s'est foutu de ma gueule. À 300 vues avec une chemise débraillée et un canapé qui se casse la gueule, on se foutait de ma gueule. On aurait eu raison de se foutre de ma gueule. On avait raison de se foutre de ma gueule. On se foutait pas de ma gueule quand on interviewait Macron. Beaucoup moins. Mais sans la première action, il n'y a pas la deuxième. Il faut bien quelque part pour commencer. Et devenir un paria, franchement, je ne l'ai jamais vu sur la base de poster sur les réseaux sociaux. Des moqueries, oui, il y en a et il y en aura. En revanche, devenir un paria, c'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Au contraire, les réseaux sociaux vous ramènent plus de connaissances, vous ramènent plus de monde de relations, vous ramènent plus de possibilités sociales que n'importe quel autre outil. Ce sont des réseaux sociaux. La troisième raison, c'est qu'on se fasse questionner sur son expertise. La thèse du clown. Oui, d'accord, mais moi, je suis un avocat, je ne peux pas faire ça. Oh oui, d'accord, mais moi, je suis dans le textile, ça n'a rien à voir. Oh oui, d'accord, mais moi, j'ai un cabinet dentaire. Les gens ils vont penser que je ne sais pas soigner des dents. Oui, mais non, en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'effet de halo, qui est un biais cognitif, qui stipule qu'en gros, on fait plus confiance aux gens qui apparaissent sous leurs habits de lumière, cet effet de halo s'applique aux réseaux sociaux. Déjà, on vous voit, donc c'est toujours point bonus par rapport au fait si on ne voyait pas. Et si ça commence à marcher, ne serait-ce que correctement, vous allez faire autorité. Aujourd'hui, une chaîne de télévision comme M6, dans laquelle je suis chroniqueur, un média comme Le Crayon ou Les Pépites de France, dont je suis propriétaire, nous, si on veut parler de médecine, on va recevoir un médecin sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison? Toute simple. Est-ce que je vais me taper les pages jaunes? Ben non. Je vais juste regarder ceux qui ont déjà pris la parole sur ces sujets. Comme ça, je suis certain de ce qu'ils racontent. Mais imaginez du coup le corollaire de ça pour tous les gens qui sont vos potentiels clients, qui sont vos potentiels partenaires, qui sont vos potentiels employés, qui sont potentiellement toutes les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Si ces personnes-là n'ont aucune idée de ce que vous pensez, de ce que vous faites, quelle est votre ambition, de là où vous voulez emmener votre projet, votre business unit ou le reste, ils n'ont aucune envie, aucune raison de vous rejoindre. Vous serez obligé de leur expliquer en direct. C'est-à-dire qu'ils débarqueraient à un call de vente ou à un entretien d'embauche en disant en fait, j'ai pas trop compris c'est quoi votre boîte. C'est quand même un problème. Alors que vous avez aujourd'hui l'opportunité, la révolution du siècle qui vous permet de le faire. Totalement gratuitement, depuis votre téléphone. Vous pouvez même être dans votre lit si jamais si vous voulez. Vraiment, c'est exceptionnel comme outil. Et cet outil-là a une valeur nette. Et le quatrième, c'est le fait de douter de l'utilité en tant que telle de ces actions-là. Aujourd'hui, c'est très simple, si je n'aimais pas mener ces actions-là, si je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux, moi je ne suis pas là ce soir et je ne vous parle pas. Et tout le monde s'en fout de Valérie Raymond-Liberto. Et ça, c'est vraiment hyper important de le retenir. L'utilité, c'est quelque chose que vous découvrirez en cours de route. Parce que l'utilité que vous croyez que vous voulez avoir en postant sur les réseaux sociaux va être qu'un dixième de ce que vous allez réellement obtenir à la fin. Là où vous croyez gagner des clients, vous allez gagner des amis. Là où vous croyez recruter des gens, vous allez trouver des cofondateurs. Là où vous vouliez vous faire une notoriété, vous allez vous faire une crédibilité. Il y aura toujours un bénéfice caché. Alors oui, c'est quelque chose qui est dur. C'est pas toujours dur de faire en sorte que ça marche. Parfois, on peut effectivement se moquer de vous. Vous pourrez parfois faire des erreurs. Ça arrive. L'inutilité, c'est impossible. Dans un monde interconnecté où les gens passent 4 heures par jour sur leur téléphone, je me demande même la folie qui vous pousserait à ne pas poster sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut y gagner, très concrètement? On peut y gagner un levier de négociation.
Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est sous-coté, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, parce que les réseaux sociaux construisent du statut social. Parce que je suis suivi sur X ou Y réseau social, je suis quelqu'un qui peut dire « moi, je sais ». Et ça vous permet de pouvoir réussir à gagner en marge de négociation. Je prends l'exemple de Michel-Édouard Leclerc, qui, grâce à ses posts sur les réseaux sociaux, est devenu une figure très connue en France, beaucoup plus que la majorité des chefs d'entreprise, et qui du coup peut faire poids, peut utiliser toute sa force de distribution, toute sa visibilité pour peser dans des négociations très concrètement. Parce que du coup, il prend les gens, nous, à partie et en témoin de la négociation qui est en cours, permettant d'avoir un avantage sur la personne en face qui, au contraire, ne veut absolument pas communiquer et veut rester caché. Ça peut être un levier commercial. Peut-être que des gens dans la salle voudront communiquer sur les réseaux sociaux et passeront par l'une de mes agences. Ajoutez-moi sur LinkedIn si c'est le cas. Mais ça, c'est un levier. C'est un levier qui me permet de gagner des clients. Là, c'était moi au Z Project Festival pour faire une conférence devant 2000 personnes, 2000 entrepreneurs. La seule raison pour laquelle le Z Project me paye pour venir faire une conférence, c'est uniquement parce que j'ai prouvé mon niveau, ma valeur et ma puissance via les réseaux sociaux. C'est leur unique critère. Après, j'imagine que peut-être qu'ils trouvent que ce qu'on fait c'est cool ou intéressant, mais le fondamental qu'il y a derrière, la validation que j'ai pour me retrouver sur cette scène à Paris en décembre dernier, ce sont les réseaux sociaux. Et ça crée une image de marque. La liste des 5 entrepreneurs préférés des Français, c'est pas étonnant d'y retrouver Xavier Niel, qui est peut-être celui en France qui a la communication la plus loufoque pour quelqu'un de son niveau, et qui du coup se retrouve à être un des entrepreneurs préférés des Français. Donc là où on avait un risque là-dessus, on a en fait une opportunité là-bas. Là où on a demandé à 10 instances de validation de verrouiller quelque chose, on a Xavier Niel qui s'amuse, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, à faire des tweets pour expliquer à Elon Musk qu'ils vont aller faire un match de boxe devant le Lidl de Marseille, qui est une espèce de référence un peu obscure d'Internet. C'est fou. Imaginez quelqu'un qui pèse plusieurs milliards et qui a juste dizaines de choses à faire à la minute, qui prend le temps de faire ça. Si lui prend le temps de faire ça, mesurez la valeur que lui y accorde. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé à beaucoup de monde. Alors, j'ai pris des exemples très connus de l'entrepreneuriat parce que j'estime que c'est une manière de vous motiver et de rendre tout ça sexy, mais eux, c'est un peu, on va dire, le niveau 10. Mais déjà, le niveau 1 a un impact systémique. Donc, c'est Anthony Bourbon qui, sur l'ambition, a créé un personal branding unique en France qui lui a permis, avec le Blast Club, de faire plus de 20 millions d'euros de revenus année 2. Année 2. Sur la base de son image en ligne. Sur la base de son image en ligne. Xavier Niel, qui a fait un des best-sellers dans les bouquins business en France, plus rempli un Olympia en l'espace de 15 minutes, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il s'amuse, en fait. Et derrière, il fait des blagues. Et moi, j'adore ce même... Enfin, lisez, je ne sais pas s'il a... Voilà, lisez. On parle du patron de Free, Iliad... ça va, hein. Personne ne pense du mal de lui. Hein. Vous pouvez y aller. Vous voyez ce que je veux dire, même moi qui, pour le coup, essaie de vous évangéliser, même moi, je ne vais pas aussi loin. Hein. Xavier Niel. Xavier Niel. Et alors là, pour le coup, c'est une de nos clientes, c'est ma chouchoute, c'est une femme que j'adore, qui est tellement inspirante, c'est Kelly Massol, qui du coup peut porter un discours de revanche, créer toute une communauté de femmes ou d'outsiders qui ont, eux, besoin de ce message d'espoir, ils ont besoin de ce message qui va leur permettre d'aller prendre leur revanche sur la vie en créant des boîtes, en créant des choses, et ces produits, les secrets de Loli, devenant l'incarnation de ces outsiders à qui on a dit « vous n'êtes pas comme tout le monde » et qui prennent leur revanche. Et du coup, c'est ce qu'elle explique. J'ai fait mentir ceux qui pensent que notre destin est écrit dès le berceau. Et ça c'est très puissant. Et les résultats sont réels, parce que les gens que je vous montre, et c'est ça moi que je veux vraiment vous prendre comme exemple, les résultats sont réels. Anthony Bourbon, comme je vous le disais, 20 millions année 2, c'est pas rien 20 millions d'euros de chiffre d'affaires année 2, c'est rare, hein. C'est vraiment rare pour le coup. Xavier Niel, qui du coup, sa fortune continue de grimper grâce à ses opérations de différentes ampleurs, que ce soit sur Free ou sur Unibail ou sur d'autres industries, Mistral et tout ce qui va avec. Et Kelly Massol, dont la société fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Vous pensez qu'ils sont connus parce qu'ils ont fait ces chiffres. La réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt qu'ils ont fait ces chiffres parce qu'ils sont connus. Et que les deux s'entretiennent. Plus ils font des gros chiffres, plus ils sont connus, plus ils sont connus, plus ils font des gros chiffres. Et les deux fonctionnent en balancier. Ne devenez pas des coquilles vides qui passaient leur temps à communiquer et ne créer aucun produit, aucune valeur, ne délivrer pour aucun client. Ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que putain, mais il est temps de montrer ce travail à tout le monde, quoi. Vous passez vos journées à bosser sur des trucs qui probablement vous inspirent comme un dingue, que vous avez envie de crier au monde. Criez-le, quoi, en fait. C'est ça que je vous dis. Vous avez des outils dont nos parents et nos grands-parents auraient rêvé d'avoir, qui auraient changé systémiquement leur vie. Ces outils-là, on les a à portée de main. Vous pourriez là, même, au lieu de m'écouter, écrire un post LinkedIn et le poster à la fin de ma conférence. On peut l'écouter jusqu'au bout si vous voulez, mais bref. C'est hyper important que vous compreniez ça. C'est vraiment à portée de main qu'on peut réussir pour soi-même un énorme changement et découvrir en cours de route énormément d'autres bienfaits. Alors comment on fait ? Premier sujet, c'est qu'on se décoince. Le principal problème des gens, c'est qu'ils veulent parler avec leurs investisseurs, leurs patrons, leurs belles-mères, toutes les personnes qui font autorité dans leur vie. Ils s'expriment sur les réseaux sociaux comme s'ils parlaient à cette personne-là. Alors que c'est l'inverse. Vous parlez sur les réseaux sociaux comme si vous parleriez avec votre grand frère, votre petit frère, votre grande sœur, votre petite sœur. Des gens avec qui vous avez des rapports sains, proches, décontractés. C'est hyper important. C'est la clé de cette révolution sans permission. La deuxième chose, c'est qu'on réaligne ses valeurs. Le principal problème de la com, le principal problème du être authentique qui obsède absolument tout le monde, c'est le fait que les gens en fait sont fragiles sur leurs valeurs. C'est pour ça que le fait d'être authentique, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, ils ne sont pas sûrs, ils hésitent, ils ont peur. Le fait d'être à l'aise avec ses valeurs. Être à l'aise avec ses valeurs, ça peut être une idée très simple, une méthodologie qu'on utilise beaucoup dans l'une de nos agences. C'est quoi les 3 opinions avec lesquelles vous êtes le plus aligné qu'une majorité de gens ne sont pas d'accord ? Prenez 2 secondes pour y réfléchir individuellement. Quelles sont les 3 opinions où vous êtes certain de vous, mais il y a une majorité de gens qui ne sont pas d'accord ? Vous voyez toutes les idées que ça peut faire émerger ? Alors vous n'êtes pas obligé de partir dans des commentaires sur votre film préféré que tout le monde déteste ou ce genre de trucs, mais même sur votre industrie, votre business, la manière dont vous avez construit votre boîte. C'est hyper important ça. Nous, au Crayon, on a, depuis le début, fait un choix très fort que beaucoup de gens nous ont reproché, qui est qu'on a été très dur, et on l'est encore avec les politiques, au sens politicien. Simplement parce qu'on estime que ce sont eux les responsables et les garants de la nation, ce sont les élus du peuple, ce sont les obligés de la démocratie. Et qu'on a l'impression qu'aujourd'hui c'est l'inverse, que la démocratie est à leur service et que les Français sont là à réparer leurs bêtises. Et je suis tout à fait à l'aise de le dire. Alors que pourtant on a des enjeux. On a reçu Emmanuel Macron, on a reçu Bruno Le Maire, on a reçu François Ruffin, on a reçu Gérald Bardella, donc on a des enjeux avec eux. Mais on a pris la décision très tôt d'accepter et d'assumer d'être profondément en défiance de leurs actions et que c'est à eux de nous prouver qu'on devrait leur faire confiance et pas à nous de leur demander un peu de temps pour qu'ils puissent nous expliquer. Ça, c'est une idée que beaucoup de gens, notamment de la génération de mes parents, ne partagent pas. Qui est ce petit con de 27 ans pour expliquer ce qu'un politique est censé faire ou pas faire ? C'est notre vision, on l'assume. Ça nous rend authentiques. Du coup, tous les gens qui ressentent la même chose que nous, qui ressentent quand même qu'au sommet de l'État, il y a un truc qui ne tourne pas tout à fait rond, ils vont savoir que nous, on prend des risques, qu'on est sincère dans ce qu'on dit et qu'on va aller défendre cette idée-là. Ça crée de l'épaisseur, ça crée de l'engagement, ça crée de la confiance dans une marque. Parce que les gens savent que peu importe ce qui se passera dans le pays, le Crayon sera toujours là pour challenger les politiques et les mettre en face de leurs contradictions et de leurs travers. Alors on n'invite pas que des politiques, on fait plein de choses. Mais c'est pour vous prendre un exemple d'opinion relativement impopulaire qu'on porte et qu'on assume. Et je suis sûr que vous en avez plein. Je ne vous demande pas de passer votre temps à vouloir dire ce avec quoi les gens ne sont pas d'accord. Mais c'est juste ça pour comprendre en fait ce que c'est que de réaligner ses valeurs. Et réaligner ses valeurs, c'est accepter de dire quelque chose publiquement une chose avec laquelle vous seriez à l'aise que des gens ne soient pas d'accord. Et vous seriez prêt à en discuter avec eux et vous seriez prêt à avancer vos arguments. Et ça vous créera de l'épaisseur.
Et la dernière chose, du coup, c'est d'assumer ce que vous pensez. Parce que ce que vous pensez, ça a énormément de valeur. Et ça a d'autant plus de valeur qu'aujourd'hui, tout le monde est son propre média. Vous pourriez tous être un média. Je vous rappelle que la différence entre vous et Hugo Décrypte, Squeezie, MrBeast, Le Crayon, tous ces gens-là, c'est juste la différence de temps avec laquelle eux, ils ont commencé à poster, avec laquelle vous commenceriez à poster. Rien ne vous empêche de devenir ces gens-là. Rien ne vous empêche de ne pas le devenir aussi, de devenir juste des entrepreneurs écoutés, suivis sur votre domaine. Vous n'êtes pas obligé de devenir influenceur, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis juste, c'est que ce qu'on croit être toujours nébuleux, loin de nous, et fait toujours par d'autres, c'est d'abord et avant tout une propre projection du manque de courage qu'on a, nous, d'assumer sur la place publique, parce que les réseaux sociaux est une forme de place publique numérique, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de dire. Et je reviens très légèrement là-dessus, parce qu'en fait, on retouche à cette notion de paria. C'est ça qui nous fait peur. C'est une peur considérée chimiquement dans le cerveau, d'après des études, supérieure, la peur de prendre la parole en public, la peur d'être un paria, la peur d'être outcast, qui est supérieure à la mort, en termes de peur, de projection chimique dans notre cerveau. Et cette idée de devenir un paria est une idée erronée, parce que je suis là, devant une salle d'à peu près un peu plus de 1000 personnes, en train de dire que globalement, je n'ai aucune confiance en nos politiques, alors que je suis directement en train de traiter avec eux. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Absolument rien du tout. Et c'est pareil pour vous. C'est pas moi qui, du haut des millions d'abonnés du Crayon Group, je fais ce que je veux quand je veux. C'est pas du tout ça le message. C'est qu'il se passe rien parce qu'il se passe rien. Il se passe rien parce qu'il se passe rien. Il se passe rien parce que les gens s'en foutent. Les gens sont concentrés sur eux-mêmes. Imaginez le niveau d'implication personnelle qu'il faut pour critiquer quelqu'un. Il faut être très impliqué dans la vie de l'autre pour le critiquer. Et donc en fait, c'est très rare. Et quand c'est le cas, c'est pas vous qui critiquez, c'est ce que vous représentez pour eux, et donc c'est la projection d'eux-mêmes. L'idée d'être un paria doit être combattue. C'est ce qui tue cette audace, c'est ce qui tue cet élan. C'est ce qui tue le fait de prendre des risques, qui fait de vous des entrepreneurs, qui fait de vous des personnes qui ont envie d'accomplir des choses que personne ne croit possibles. Cette peur d'être un paria, elle est à la racine de tous les manques de courage qu'on a dans notre écosystème français. Il faut vraiment qu'on prenne ce truc-là à la gorge et qu'on accepte. Et si jamais ça vous déstresse, faites-le en groupe, faites-le entouré d'amis. Comme ça, si jamais vous floppez et que votre ami floppe, vous floppez à plusieurs et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est hyper important de comprendre que cette notion de paria, c'est ça qui paralyse toute cette question-là. Alors j'ai mis d'autres raisons, la peur de perdre de l'argent, la peur d'être questionné sur son expertise et de douter de l'utilité. Mais la plus fondatrice et la plus fondamentale, celle sur laquelle moi j'ai envie que vous puissiez travailler et réfléchir, c'est celle d'être ça. Parce que c'est au cœur de cette peur-là que se trouvent les grands gagnants de la révolution des réseaux sociaux. Ce sont d'abord ceux qui n'avaient pas peur d'être des parias. D'ailleurs, je sors un tout petit peu du sujet, mais la majorité des très grands créateurs mondiaux, de MrBeast à Squeezie, mais je pourrais citer Amixem, Thibaut InShape, Mastu, Joyka ou tout ce qui va avec, la majorité de ces gens-là sont des introvertis. Ce sont pour ça d'ailleurs qu'ils ont commencé à créer du contenu. Ils ont créé du contenu parce qu'ils étaient introvertis, parce qu'ils avaient généralement pas tant que ça d'amis au collège, et qu'ils étaient en fait dans une relation de « je suis potentiellement déjà une forme de paria, donc j'ai plus rien à perdre ». Mais c'est pas parce que vous avez aujourd'hui une vie sociale établie, que vous avez des amis, que vous avez un réseau, que cette peur de devenir un paria doit être supérieure à celle de ceux qui n'avaient rien de tout ça. Vous ne perdrez rien à le faire, ce n'est que du positif. Hop, pardon. Et pour conclure, je pense qu'il faut vraiment travailler cette idée du pas de permission. Pas de permission, c'est en fait s'écouter, discuter avec ses associés, ses partenaires, ses équipes, ses clients, et se poser la question du à quel moment je sens que j'ai l'impression que je dois donner mon avis, que je dois avoir une validation, qu'on doit me dire ok c'est bon. Tout ça, réfléchissez et essayez de comprendre la réalité du danger que ça représente. Parce que les réseaux sociaux, c'est une révolution qui va continuer de se creuser, qui va continuer d'évoluer. Les boîtes de réseaux sociaux ont des bilans financiers exceptionnels, ils sont en train d'investir dans les meilleures technologies,
Et ils vont tout faire pour creuser leur monopole. Donc ils vont pas disparaître, les réseaux sociaux, ils vont faire que d'exister. Et si vous voulez être parmi les grands gagnants de cette révolution, ça commence par poster. Ou ça commence au moins à minima par ne pas se mettre de barrière, et que si vous ne postez pas, c'est parce que vous ne souhaitez pas le faire, pas parce que vous avez peur que quelqu'un d'autre le commente. Je vous remercie. Merci beaucoup Valran pour cette conférence qui est passionnante. J'ai retenu qu'il fallait crier sur les réseaux, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on aurait dit, voilà, mais on est toujours un petit peu... Faut libérer l'audace, c'est tout le sujet. C'est cette Et audace. que sur les réseaux sociaux, il y a quand même vraiment une fonctionnalité fondamentale qui est que les algorithmes vont vous attirer aussi vers des gens qui aiment bien ce que vous faites, en fait. Ouais. Moi, j'ai rencontré des tonnes d'amis via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt bien fait, en fait. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Ouais. Non, mais il y a des dangers aux réseaux sociaux. Je veux pas dire que c'est génial. Je veux pas que mon discours passe pour un discours de béni oui en mode tout est génial. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est qu'on est en face de quelque chose qui va continuer et perdurer et que vous devriez saisir les opportunités qu'il y a à prendre dedans plutôt que de regarder ça avec défiance et attendre que quelqu'un un jour vous dise vous devriez le faire. Faites-le. Vous verrez bien. Je pense que le message est passé quand même dans la salle et que demain, ça va y aller. Hein. On va se débrouiller pour poster un maximum. Alors, tu peux t'installer dans ce fauteuil parce que maintenant, je vais te proposer que certains lauréats de cette promotion nous rejoignent sur scène pour te poser justement quelques questions. T'en es d'accord ? Avec plaisir. Alors, c'est parti. Et on accueille tout de suite en musique les 5 lauréats de cette promotion 2024. Alors, j'appelle Alexis Laurent, Alexis Loudière, Christophe Guilherme, Chloé Duquesnoy et Alaude Masse. Alors voilà, les micros sont prêts, en main. Je vais laisser la parole d'abord à Alexis Laurent. Alors, tu diriges la société Livrado. Est-ce que tu peux d'abord te présenter ton entreprise, ton projet ? Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Alexis Laurent, cofondateur de Livrado, une solution de livraison du dernier kilomètre qui réinvente ce dernier kilomètre. On travaille avec des acteurs comme Carrefour, Intermarché, on récupère leurs commandes directement en drive et on va livrer directement les clients à domicile. Le tout avec plus d'intelligence et surtout plus d'éco-responsabilité. Parfait, alors tu as, je pense, une question. Oui, effectivement, donc j'ai une question pour Valran. Donc je pense comme beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, moi mon chemin il a été marqué par beaucoup de difficultés et beaucoup d'échecs. Et rassure-nous, tu as déjà eu des échecs ? J'en ai eu plein, j'ai même eu que ça. J'ai arrêté mes études en cours de route pour lancer le crayon, mais avec aucune certitude que ça marcherait. J'ai monté une première entreprise qui s'est bien passée, que j'ai revendue, mais j'ai monté une deuxième entreprise avec mon ex. On s'est séparés, j'ai perdu et la boîte et la copine en même temps, en me faisant tromper, donc c'était vraiment un moment dur, tu vois, à ce moment-là. Et c'est justement à ce moment-là où j'ai eu, moi, une forme de petite crise existentielle personnelle où je me disais, en fait, je monte que des boîtes qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucun impact, qui sont en fait juste des boîtes pour gagner de l'argent. Et donc, je me suis recentré sur en fait mes premiers amours qui étaient le débat. C'est-à-dire, en fait, comment on réussit à faire en sorte de réunir des gens pas d'accord pour montrer au public qu'on peut ne pas être d'accord et en fait avoir une discussion tout à fait posée et agréable en fait. Donc c'est vraiment revenu à ce moment-là. Et après sur des échecs, il y en a eu plein. On a voulu, les Pépites de France que tu expliquais un peu tout à l'heure, mais c'est une boîte qu'on a rachetée, pas qu'on a fondée. Mais il y a eu une autre boîte, un autre média qu'on voulait racheter qui est très 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 connu dans l'actu, qu'on a voulu racheter, mais finalement qu'on n'a pas racheté. On s'est fait avoir sur le deal. On a eu une proposition de rachat pour les Pépites de France qui finalement s'est pas fait aussi. On a eu plein de conneries. On a fait plein de conneries nous-mêmes en management, en recrutement. Enfin, j'ai l'impression de faire que des conneries, moi, pour le coup. C'est juste qu'on a quelques domaines, dont les réseaux sociaux, où pour le coup on excelle et on creuse notre avantage, qui font que tout le reste a l'air magnifique et brillant. Mais moi, j'ai l'impression de passer ma journée à être débile, hein, pour être tout à fait franc. Toi aussi, t'aimes l'école de la vie ?
Ouais, inévitablement, mais surtout que dans des domaines comme les nôtres, d'ailleurs nous on galère à recruter parce que personne n'a étudié les réseaux sociaux à l'école. Enfin, c'est pour ça que je dis la révolution la plus structurante du 21e siècle ou ce genre de choses. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, peut-être que l'IA deviendra plus important, mais mon idée qu'il y a derrière, c'est de vraiment marquer les gens en disant les réseaux sociaux, on prend ça à la légère aujourd'hui. C'est pas à la légère, enfin, je veux dire, c'est littéralement le poste d'attention le plus important des Français. C'est devant la télévision aujourd'hui. Enfin, faut vraiment mesurer ce qui est en train de se passer par rapport à ça. Et les écoles de communication, de publicité ou de journalisme ne forment pas ou quasi pas aux réseaux sociaux. Enfin, c'est quand même un gros délire. On a embauché, et c'est d'ailleurs une femme formidable, mais on a embauché une programmatrice qui avait 26 ans, qui ne connaissait pas en gros, les jeunes générations de créateurs de contenu qui parlent de politique, de journalisme ou de société. 26 ans, et c'est un vrai problème parce que du coup ces renouvellements-là ils ne se font pas et du coup ça fait que des acteurs institutionnels sont extrêmement fragilisés parce qu'ils n'ont pas compris qu'il était en train de se passer des choses. Et le nombre de boîtes qui sont en train de gagner la guerre face à d'autres de leurs concurrents plus installés sont d'abord et avant tout des boîtes qui surfent en fait ces vagues un peu technologiques. Alors il y a les réseaux sociaux, il y a l'IA, il y en a d'autres, hein, mais les réseaux sociaux c'est un truc de fou parce que c'est un truc où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tu peux avoir le plus d'argent du monde ou en avoir aucun. À la fin, c'est la qualité de ton contenu qui fera la différence. Tu interviens dans les écoles, les grandes écoles? On le fait beaucoup. Oui. On l'a fait d'ailleurs pour même. Prêcher la bonne parole. On essaye le plus possible. On essaie le plus possible d'essayer de vraiment faire en sorte de prendre conscience aux gens que de détacher leur image individuelle de l'image qu'ils vont créer sur les réseaux sociaux pour créer leur contenu. Parce que je reviens à mon idée de paria, cette idée-là, elle est réelle. Et c'est un feedback aussi que j'ai eu de beaucoup de gens, probablement un peu plus casse-cou que la moyenne, je pense que je suis comme toi par rapport à ça. C'est-à-dire, je me dis, en fait, je vais le faire, on verra bien, sans trop de honte ou de trucs comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est la grande peur des gens. Et dans les écoles de jeunes journalistes, par exemple, je sais qu'il y a eu la meilleure école de journalisme de France à Lille aussi. J'ai donné plusieurs fois des conférences là-bas. J'ai demandé qui crée du contenu sur les réseaux sociaux. Il y a 2 mains qui se lèvent sur 80 personnes. Il y a un truc qui va pas du tout quand même. Enfin, je veux dire, il y a eu Hugo Décrypte, puis il y a eu Brut, puis il y a eu Loopsider, puis il y a eu le Crayon. Enfin, il faut combien de boîtes en fait pour que les gens se disent tiens, c'est quand même un peu là que ça se joue. Enfin, c'est ça en fait moi sur lequel je veux réveiller un peu les gens. Je veux réveiller les gens en disant aujourd'hui on est en train de créer des surpuissances sur les réseaux sociaux. Les gens les consomment et adorent et ils se disent pas et moi. C'est ça que je trouve fou en fait dans cette idée-là. Et donc l'école de la vie, inévitablement, parce que sur les réseaux sociaux, alors il y a quelques formations en ligne, il y a quelques trucs comme ça. Je sais même d'ailleurs qu'il y a une personne dans la salle grâce à qui je suis là ce soir qui s'appelle Maxence, à qui je veux rendre hommage, qui lui est très doué dans ces choses-là. Et nous, on accompagne des gens avec nos agences. Donc si jamais tu n'as pas envie de le faire toi-même, mais que tu as envie de bénéficier de cette aura-là, tu peux le faire avec une agence. Mais la réalité, c'est que si tu veux le faire sans moyens, c'est l'école de la vie, la plus stricte école de la vie, quoi. C'est-à-dire que je poste, ça marche pas. Pourquoi? J'essaie d'analyser, je me renseigne, j'apprends. Et donc, tu as tout ton processus d'apprentissage. Et nous, on n'avait aucune compétence réseaux sociaux de base. On a juste tout appris sur le tas, quoi. Merci pour ta réponse. Avec plaisir. Merci. Alexis, un autre Alexis. Alexis Loudière, aux actes. Ton entreprise, tu peux nous la présenter? Ouais, du coup, aux actes, donc je suis le fondateur, je suis le 1000e lauréat de Réseau Entreprendre Nord. Et aux actes, on essaie de trouver une formule marrante tout à l'heure, mais si on devait le dire de manière très simple, on aide les PME à traduire le bon sens paysan en RSE. Ce qui est présent dans toutes les boîtes, le bon sens. Et on arrive à réconcilier le mot RSE avec les dirigeants et dirigeantes dans les Hauts-de-France, depuis 2 ans maintenant. Et du coup, moi, j'avais une question aussi pour toi. Merci pour ton intervention et elle nous a beaucoup inspiré. Enfin, le thème de l'audace est quand même très présent ici à Réseau. On m'a chargé, et du coup, j'ai pris le rôle avec beaucoup d'intérêt, de te poser une question un peu audacieuse, qui est, si tu devais faire un truc de fou aujourd'hui, ici, maintenant, pour nos dirigeants qui ont grandi dans une culture de vivons heureux, vivons cachés, qu'est-ce que tu ferais de fou? Je vais pas montrer mes fesses, mais j'en serais tout à fait capable. Je pense que c'est juste pour le coup pas une bonne idée, mais on peut faire une petite roulade si tu veux. Ça serait bien, oui. Alors c'est du direct, et je peux vous dire que... voilà. Okay. Et une belle roulade en plus. Ouais, merci. Et encore une fois, je reviens à mon point de tout à l'heure. Est-ce que j'ai perdu mon job? Est-ce que j'ai perdu un client? Est-ce que les gens disent que je suis quelqu'un d'horrible? Pas du tout. Enfin, vous aurez juste probablement oublié demain tout ce truc-là et vous retournerez à vos vies aussi. En fait, je suis très content de ta question parce qu'en fait, c'est ça le truc. Même si j'avais montré mes fesses, ça serait l'anecdote marrante à raconter à votre prochain meeting d'entrepreneurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il se passe pas un truc si grave que ça.
Parce que les gens globalement s'en foutent en fait. Vous êtes concentrés sur vos vies et vos boîtes. Le fait que le crayon ait dit A ou B, que Valorant ait dit A ou B, tant mieux d'ailleurs que vous ne soyez pas si intéressé que ça par ce qu'on fait et que en fait, tout le monde n'est pas intéressé tant que ça par ce qu'on fait. Et moi, je prends un dernier exemple là-dessus, parce que moi, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. C'est, il y a eu une allocution du président de la République, je ne sais plus laquelle c'était cette année, il y a 3-4 mois, un truc comme ça, qui avait fait un score mais catastrophique, un truc du style, je ne sais plus, genre 3 millions ou 4 millions de vues, tout ce que tu veux. Même le président de la République, les gens s'en foutaient, maintenant ils sont en mode, oui, bon, t'as fait une dissolution, on en a marre. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Alors on se posait des questions justement, tu parles du président de la République ou d'autres, ou Xavier Niel. Est-ce que c'est pas forcément eux qui postent, qui font notamment ces fameux posts sur les réseaux? Il y a des agences, je fais ma propre promo, vous m'en voulez pas, il y a des agences comme le Surligneur qui le font très bien. Alors on s'occupe pas de Xavier Niel, on s'occupe de Kelly Massol par exemple, que j'ai cité comme exemple, parce que je voulais citer au moins un exemple où on a mis les mains dans le cambouis et on sait de quoi on parle, pas juste des exemples de gars qui analysent, hein, des exemples aussi de gars qui fait. Parce que entreprendre, c'est aussi faire le truc. Mais en fait, l'idée du truc de il délègue, oui, il délègue complètement. Mais parce que regarde la liberté ça se délègue en fait. Ce sont de grands groupes, de grandes entreprises, ok. Ici, dans la salle, il y a bien sûr des grandes entreprises, mais il y a aussi des PME, des TPE, et qui doivent aussi certainement trouver une personne, embaucher quelqu'un pour faire peut-être ce travail. C'est pas forcément. Pour moi, en gros, il y a 3 niveaux. Il y a la question de est-ce que j'ai le temps. Si j'ai le temps, autant apprendre. Si j'ai pas le temps, je délègue. Deuxième chose, est-ce que j'ai l'argent? Si j'ai l'argent, je peux déléguer. Si j'ai pas l'argent, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Et la troisième chose, c'est est-ce que j'ai de l'envie? Est-ce que ça m'amuse? Est-ce que c'est un truc qui me plaît et tout? Si j'ai l'envie, je peux le faire moi-même, ou même le déléguer. Si j'ai pas envie, je peux ne pas le faire. Je dis pas que tout le monde doit se mettre sur les réseaux sociaux. Hein. C'est vraiment, je voudrais insister sur ce point-là. Ce que je dis juste, c'est que vous devriez pas vous mettre une barrière à le faire. Il n'y a pas de barrière à le faire, si ce n'est celles qui sont dans la tête. Et pour reprendre cette question sur la question de qu'est-ce que tu peux faire comme audace et tout ce que tu veux, mais tu peux. En plus, c'est tellement créatif les réseaux sociaux, tu peux tellement t'amuser sur des trucs. On a monté un événement entrepreneur qui s'appelle la Founders Night à Paris, on a même eu une à Lille de Founders Night. On a déployé pendant 1 an une espèce de truc sur le territoire, une espèce d'organisation d'événements entrepreneuriaux indépendants. On a rempli la Cigale, 1000 personnes au bout du 3e événement, c'est un truc de fou. Pour remplir la Cigale, on a demandé à tous les gens qui étaient venus aux deux premiers événements de faire un post LinkedIn, juste je participe à la Founders Night. Ils ont tous fait un post LinkedIn. Et il y avait des gens, leur feed, 1 post sur 2, c'était ce truc-là. C'est super créatif, c'est super marrant, tu hackes le truc par la communauté et tout. Alors, on gagnait très peu d'argent en faisant ça, hein. C'était quasiment du bénévolat. Mais c'était hyper marrant et tu peux être hyper créatif avec ce truc-là. Animer ton écosystème, pousser des trucs. Enfin, en fait, on vit dans un monde de com. Je veux vraiment que les gens comprennent qu'on a quand même changé d'époque par rapport à ça. Le président des États-Unis, il a été élu parce qu'il dit 3-4 phrases un peu punchline et après, quand on dit quelque chose qu'on n'est pas d'accord, il dit t'es un menteur. C'est quand même ça le projet du gars. Après, derrière, tu vois bien que sur les dossiers, il comprend rien. T'as Hugo Décrypte qui lui demande est-ce que Zelensky c'est un dictateur, est-ce que Poutine est un dictateur? Il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant cette guerre. Rien à voir. Et en fait, c'est que ça. Et je dis pas qu'il faut pas trumpiser le monde. En revanche, ça serait complètement con de ne pas utiliser des méthodes qui marchent pour soi-même avoir un impact positif sur le pays, quoi. Alors, merci. Justement, Christophe Guilherme, puisqu'en préparant un peu cette soirée, justement, tu me disais que tu prenais un plaisir, tu avais beaucoup d'intérêt pour les postes que tu fais pour ton entreprise. Oui, tout à fait. Alors, tu peux te présenter ton entreprise. Oui, donc Christophe, j'ai repris la parqueterie de la Lys il y a quelques mois. On fabrique, on pose et on rénove du parquet. Et l'entreprise, elle fête ses 150 ans cette année. Voilà, donc c'est une année très particulière. Effectivement, moi je prends plaisir effectivement à poster, à raconter un peu des histoires sur ce que l'on fait. Maintenant, là, la question que je voulais te poser, c'est de dire, nous, dirigeants de PME, de TPE, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil peut-être concret par rapport à ton expérience sur comment être efficace dans la com, et puis peut-être aussi comment on mesure cette efficacité dans la com. C'est quoi une mesure de notre efficacité finalement? Qu'est-ce que tu vends exactement et quel est ton client final, ou un type de client final? Clients principalement B2C, donc principalement des particuliers, et effectivement avec une belle histoire et du savoir-faire et la transmission de savoir-faire depuis 150 ans. Okay. Et le produit exact? Du parquet en bois notamment. Alors,
je vais prendre un exemple très concret et après je vais aller sur le fond pour en faire une théorie plus globale. Moi, sur l'exemple très concret de ce que je ferais, c'est j'essaierais de, en gros, montrer tous les parquets les plus colorés ou les plus improbables qui existent en fait dans le monde. Et j'irais même, je me priverai pas, j'irais même aller récupérer des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est pas tout à fait legit, mais c'est pas non, vous n'irez pas en prison pour ça. Et tu prends les vidéos, tu les télécharges et tu postes sur un compte toutes les vidéos les plus cool de parquet, même si c'est pas les tiens, comme une espèce de note d'intention. Voici ce qui nous intéresse comme sujet, c'est les parquets. Et en fait, derrière, tu vas avoir plein d'abonnés parce qu'il y a plein de gens qui adorent regarder des trucs d'ameublement chez soi. Vraiment, c'est un sujet hyper important. C'est plus féminin que masculin, mais c'est un truc que les gens adorent sur les réseaux sociaux. Et du coup, tu postes ça. Puis, au fur et à mesure que tu commences à gagner en autorité et en visibilité, un post sur 3, un post sur 4, tu en fais un post sur ta boîte. Puis, un post sur 2. Puis tous les posts, ça devient ta boîte. Et après, derrière, tu vas avoir un truc absolument génial. Je dis ça parce qu'on a fait ça, alors pour le coup, sur le côté, mais pour la sœur de ma copine qui vendait des fleurs éternelles, tu vois. Et je lui ai dit, mais juste tous les plus beaux bouquets du monde sur ton compte. Et après, derrière, les gens vont adorer parce que c'est quand même viral, les bouquets de fleurs. Et du coup, tu vas gagner des clients. Elle me dit, oui, mais c'est pas mes fleurs. Je suis en mode, bah, au pire, tu les referas telles quelles. Et tu es en mode, ok. Et il y a plein de gens qui envoient ce bouquet en mode, ah, vous faites ça, est-ce que je peux le faire? Et elle a du coup créé les bouquets, entre guillemets, un peu sur mesure, liés au truc qu'elle avait créé. Et toi, là-dessus, si on se dit, ah putain, ce parquet violet, il est extraordinaire, et que toi, tu l'as pas, bah, tu dis juste à quel prix. Et à quel prix tu peux l'avoir. Et c'est faisable dans tous les cas, effectivement. Y a pas et de après, limite. derrière, sur le fond, tu peux aussi en plus brander ça en disant, on a 150 ans de savoir-faire. Et ça, en France, et je le dis avec les pépites de France, on aime. On aime le savoir-faire. On aime ce qui existait il y a 150 ans et qui existe encore aujourd'hui de manière compétitive. Et moi, je pense qu'on peut vraiment t'applaudir quand même parce que c'est magnifique de continuer des boîtes après 150 ans d'existence. C'est vraiment magnifique. Et voilà, trouve les vidéos qui font le plus de vues sur ton domaine, poste-les, et après comprends comment tu peux reproduire les mêmes avec tes propres parquets. Ok, merci, très concret. Avec plaisir. D'ailleurs, même globalement, dans vos boîtes, vous pouvez tout à fait faire ça. Alors Chloé Duquesnoy, tu as créé une entreprise qui s'appelle Raconte-moi. Quelle est ton activité? Bonjour, merci. Donc nous avons monté un réseau de micro-crèches intergénérationnelles. Nous avons 3 structures dans le Nord. En fait, l'idée, c'est d'ouvrir des crèches dans des établissements pour personnes âgées pour créer du lien. Très malin. Et ma question, voilà, j'aime bien le concept du sans permission qui amène à beaucoup de spontanéité. Et du coup, comment tu fais, toi, Valorant, au quotidien, pour arriver à te cadrer et rester aligné avec tes valeurs, notamment quand tu postes sur les réseaux? C'est une très bonne question, parce que pour le coup, pour ceux qui postent ou ceux qui posteront très longtemps, vous découvrirez ça. Tu arrives à un stade où tu n'as plus de filtre. Mais du coup, le plus de filtre comporte quand même un risque qui est de parler à tort et à travers. Et moi, pour la titre personnel, ça a été ma spécialité depuis que je suis petit. Je parle à tort et à travers. Parfois, j'ai raison et j'ai l'air d'un mec très intelligent. Parfois, j'ai tort et j'ai d'ailleurs souvent très très tort. Et ça, c'est le risque qu'on peut avoir. Moi, je l'ai combattu en me disant, je préfère parler à tort et à travers et mettre beaucoup de transparence quand j'ai fait une connerie, quand j'ai dit une connerie, le reconnaître, faire des mea culpa, essayer de construire, inviter toujours au dialogue. Et du coup, en fait, à chaque fois que je dis un truc où j'ai l'impression que je dis pas un truc avec lequel la majorité des gens vont être d'accord, j'essaie toujours de mettre des invitations au débat, des invitations à la discussion. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi un commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos avis. En gros, un vrai appel sincère et bienveillant à ce que des gens soient pas d'accord. Et ça, du coup, ça désamorce énormément de choses parce que ce qui électrise sur les réseaux sociaux, c'est j'ai raison, vous avez tort, et vous pouvez rien dire. Et ça, les gens, ils deviennent fous. Alors que si tu dis, moi, je pense A, mais franchement, ça m'intéresse de savoir si je suis la seule, ou s'il y a d'autres gens qui pensent A, B, ou C, ou D, ben, en fait, les gens, très naturellement, ils vont dire, ah, je comprends ce que tu dis, mais en fait, moi, dans mon expérience, blablabla. Et tu as potentiellement même encore plus d'engagement. Et donc, du coup, moi, j'ai combattu cette peur de dire des conneries par le fait d'être transparent et d'inviter les gens à la discussion. Mais tu as d'autres manières de le faire. Tu peux relire le lendemain. Truc complètement sous-côté, mais quand t'écris, t'es sur le moment, t'es inspiré, puis après le lendemain tu fais, je suis complètement con en fait, c'est n'importe quoi ce que je raconte. Ça m'arrivait plus d'une fois ce truc-là, tu vois. Donc t'attends une journée avant de publier. Là, c'est plus trop sans permission. Non, parce que c'est toujours toi-même, envers toi-même. En fait, quand je dis une journée, ça peut être 2 heures, mais en gros, c'est juste ne plus être dans le flow du moment. Parfois, tu dis des trucs dans le flow du moment qui sont complètement cons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une espèce de running gag des podcasts bros, ceux qui font des podcasts d'entrepreneurs, alors que potentiellement, parfois, ils n'ont même pas un salarié, enfin, ils n'ont même pas une vraie boîte, quoi, tu vois. Mais c'est que du coup, ils sont tellement dans le flow de leur discussion entre potes qu'ils disent des trucs où ils paraissent ridicules et ils s'en rendent pas compte.
Et en fait, le fait de laisser poser le truc 2 heures et d'y revenir, ça peut être aussi une très bonne idée. Ceci étant dit, et je vous le dis pour revenir à cette idée de sans permission, les posts qui ont le mieux marché et qui ont créé le plus d'adhésion à ma personne ou à mon projet ont été les posts où je me suis posé la question de si je devais les poster. J'étais en mode, c'est un peu chaud là quand même. Et je les poste et en fait, gros carton, les gens sont trop d'accord, ce que tu veux. Parce que les gens sentent que tu prends un risque quand tu le fais. Et je vais prendre un exemple, parce que je pourrais prendre mon exemple, mais ça pourrait faire égocentrique. Je préférais prendre un exemple d'un de mes amis qui s'appelle Mounir Lagoun. Il a monté une boîte qui s'appelle Finari, qui est une très belle boîte, une très belle start-up française. Et il a tapé sur le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, violemment. Pour un truc qui est une fintech régulée, ça se pose là, niveau prise de risque, quand même, de taper sur le ministre de l'économie. Je ne sais plus s'il était là ou plus là. Et il l'a fait. Et tout le monde sent le poids du danger qu'il prend, surtout qu'il a une grosse communauté, et il a fait un post carton avec globalement un merci. Merci de prendre la parole, merci d'avoir ce courage-là. Et ça, en fait, vous ne vous rendez pas compte le nombre de gens qui pensent comme vous, mais qui ne le disent pas parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes passer pour des parias. Et en fait, quand vous hackez ce truc d'avoir peur d'être un paria, en fait, il y a tous ceux qui ont cette même peur-là que vous qui s'agglutinent autour de vous. C'est pour ça qu'on crée des communautés aussi. C'est parce que les gens sont en mode, mais en fait, je suis d'accord avec toi. Je ne l'ai jamais dit parce que je ne veux pas d'emmerde, mais je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on s'est rendu compte avec tout ce qu'on fait, en fait. C'est que j'ai un de mes associés qui est le plus gros influenceur littéraire de France. Il a 500 000, un peu plus, 600 000 abonnés sur la lecture. Putain, les gens ont envie de lire. Les gens ont méga envie de lire. Mais encore une fois, tu te dis, ouais, j'ai peur de passer pour un mec qui lit alors que je suis censé être un expert des réseaux sociaux, parce que mon associé, il est censé être expert des réseaux sociaux comme moi. Ça peut paraître un peu à rebours de parler de livres. Et au contraire, c'est une opportunité économique de dingue pour la boîte. Lui, il parle de sa passion, c'est génial, et ça nous donne un cachet. Alors que pourtant, ça avait tout du truc qui pouvait sentir un peu le renfermé et l'ancienne génération. Donc en fait, c'est plus on sent qu'on prend un risque et qu'on est en danger, plus des gens vont s'aligner en disant oui. En revanche, il ne faut pas chercher à le provoquer, il faut être sincère, il faut vraiment parler avec son cœur à ce moment-là. Alors Valorant, la question portait effectivement sur d'être en adéquation avec ses valeurs, mais une question qui peut être connexe, c'est aussi de savoir si tu serais prêt à suivre n'importe quel client. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que tu as évidemment des gens à qui ça déplaît, comme pratique, comme manière de faire et tout, parce que je reviens à ce vivant heureux, vivant caché. Il y a des gens pour qui c'est très ancré. Moi, je viens pas du Nord, mais familialement, c'était très ancré aussi. Et globalement, on me prenait pour un saltimbanque de me mettre sur les réseaux sociaux au début, tu vois. Donc il y a toujours cette peur-là. Moi, je suis convaincu que si on fait les calculs, ça reste toujours positif à la fin de le faire. Et qu'on a toujours intérêt à le faire parce que notre pire des cas, c'est d'apprendre. Notre pire des cas, c'est de se découvrir. Parce que je suis un tout petit peu du sujet, mais vraiment, j'ai envie d'en parler aussi. Mais vous ne vous rendez pas compte du bien que ça fait aux gens aussi d'un point de vue de leur identité personnelle. Il y a beaucoup de gens qui se découvrent en fait en créant du contenu sur les réseaux sociaux parce que ça les oblige à mettre des mots extrêmement concrets sur ce qui ressemble de la société. Alors c'est vrai sur LinkedIn parce qu'on écrit beaucoup plus que de certains trucs, mais tu es obligé de tenir publiquement une idée. Donc si tu es obligé de tenir publiquement une idée, un projet ou un truc, bah en fait, ça renforce ton identité parce que du coup, ça devient publiquement attaché à toi, tu vois. Alaude Mas, alors ton entreprise, elle est Sublimeur. Explique-nous ce que tu proposes. Donc Sublimeur est une agence qui est bien plus petite que la tienne, en Valorant. C'est une agence de communication et de conseil culinaire qui est dédiée aux acteurs du bien manger. Donc on accompagne des chefs, des entrepreneurs et des marques qui s'engagent pour une alimentation plus responsable. Trop cool. Et je souhaitais te poser cette question, toi qui communiques de manière très intense et quotidienne, est-ce que parfois tu te ressens pas un peu prisonnier par cette hyperconnexion ? Oui, alors ça oui, complètement. Tu as complètement raison de le dire. Moi, je sens ce truc d'un certain point de vue, alors c'est pas seulement moi, hein, c'est mes 3 autres associés aussi, mais on ne peut pas s'arrêter de poster si on veut continuer, que notre boîte continue de se grossir. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas mettre une usine à l'arrêt et espérer qu'une usine continue de tourner aussi. Donc, j'ai envie de dire... C'est un train qui est en marche et qui... Est-ce qu'il ne s'emballe pas un peu ? Est-ce qu'il n'y aurait pas cette tendance ? Là où il y a une difficulté par rapport à l'usine, c'est que ça implique de la communication, donc ça implique le fait potentiellement de se mettre en avant ou tout ce que tu veux. Mais
C'est la vie qu'on a choisie en fait. Je pense qu'il faut être à l'aise avec ça. Nous, on a un de nos clients par exemple qui a ouvert une usine très récemment en Normandie. Bah, c'est une vie autrement plus difficile que la nôtre, quoi. En fait, nous, on est quand même dans des bureaux bien chauffés à Paris, en train de faire de la communication sur des projets excitants et d'organiser des débats ou des émissions incroyables. Donc, nous, on est quand même les chanceux de l'histoire. Si jamais le prix à payer, c'est d'être un petit peu dans une espèce de... Ouais, alors charge mentale, c'est pas le bon mot, mais c'est une espèce de roue d'hamster, tu vois. C'est sûr. Après, moi, je pense que ce qu'il faut surtout... Je pense que là où c'est impossible, c'est si jamais tu fais exactement ce que nous, on fait, mais sans être sincère. Parce que je pense que là, pour le coup, tu commences à avoir des dédoublements d'identité, tu commences à péter les plombs parce que tu dois tenir une image toute la journée qui n'est pas toi. Et nous, on a fait le choix très tôt de se dire, en fait, on va dire qui on est, on va accepter, et puis si jamais les gens, ils n'aiment pas, bah, tant pis pour eux, quoi. Moi, je parle très vite, par exemple, bah, j'essaye de parler plus lentement, mais à la fin, je parle très vite. Donc voilà. Et si jamais je devais tenir le fait de parler lentement, mais au bout de c'est bien parce qu'on avait, fou, en fait, on avait en fait qu'un quart d'heure pour ce plateau-là, donc c'est bien que tu parles vite. Eh bien, on arrive à la fin justement de ces questions. Merci beaucoup aux lauréats d'être venus sur cette scène pour poser des questions à notre invité. Oui, bien sûr. Ah oui, ok, putain, excuse-moi. Et donc, la question qui se pose maintenant, ou que vous posez tous, et en tout cas que moi je me pose, c'est maintenant, est-ce que le réseau Entreprendre Nord, après avoir parlé de réseaux sociaux, après avoir parlé d'audace, est-ce que le réseau Entreprendre Nord est prêt à lui aussi se mettre en mouvement et réussir à aller mettre cette vitesse-là et mettre cette énergie-là sur la table pour vous aider, accompagner et faire enrichir l'écosystème. Du coup, je pense qu'on va les faire venir quand même. Ah oui, ça serait bien de les faire venir. On va accueillir l'équipe de réseau Entreprendre Nord. Exactement, Richard, Alix, Juliette, Martin, venez sur scène avec nous. Ça donne soif de parler autant. Bon, alors on va répondre à ta fameuse question, est-ce que le réseau Entreprendre Nord est en mouvement? Bah déjà, je peux te confirmer que l'association est en mouvement depuis 1986. Et ça se voit, car depuis sa création, Réseau Entreprendre Nord a accompagné à la création de 28 400 emplois. Et rien que 400, ouais, je pense que ça peut s'applaudir. On parle d'impact. C'est juste des emplois de la première année des lauréats à chaque fois. Depuis le démarrage. Donc c'est beaucoup plus en fait, parce que du coup c'est juste les premières années à chaque fois que tu comptes. Après on arrête de compter. Wow. Et rien que nos lauréats de la promotion, là, à gauche et à droite, ont créé pas loin de 400 emplois l'année dernière. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Et notre action ne s'arrête pas là. Deuxième chiffre, 600. C'est le nombre de temps de connexion, parce que tu en parlais tout à l'heure sur les réseaux, mais nous, on est le premier réseau social humain chez Réseau Entreprendre Nord. C'est le temps de connexion passé entre nos lauréats, nos membres, nos experts, nos mentors, notre communauté, l'année dernière. 600. Donc je pense que notre communauté, nos membres, nos lauréats sont déjà très bien connectés. J'ai vu ça, hein, c'était incroyable de voir d'ailleurs toutes les boîtes, tous les salons et tout. Vraiment bravo. Alors, ils sont connectés et ils sont aussi actifs parce que les entrepreneurs qui viennent chez Réseau, c'est pas pour se tourner les pouces. Alors, on a évidemment les temps d'accompagnement individuel et collectif qui sont axés sur le métier de chef d'entreprise, mais on a aussi de nombreux lauréats et membres qui sont venus l'an dernier à nos petits déj Impact qu'on a initiés l'année dernière et qui ont même amené certains d'entre vous à travailler sur des modèles économiques plus vertueux. Donc ça, bravo à vous. Et puis, on aime bien la nouveauté chez Réseau Entreprendre. Alors, sur 2025, on a un nouveau parcours qui commence, qui va vous faire bouger, vous, mesdames, puisqu'il s'agit de Femmes in Business. Et donc, ce parcours commence la semaine prochaine avec un premier atelier sur la puissance du networking. Alors, je vous invite bien évidemment à démarrer ce soir.
Femmes in business. Retenez-le, parce que ça va faire du bruit, ça. Alors, Martin. Oui, puis on a compris un truc aussi, c'est qu'un entrepreneur seul, c'est comme un Rain Music Live sans musique. Bon, ça marche, mais ça manque un peu d'énergie. C'est pourquoi, du coup, on a créé de la coopération, notamment avec d'autres réseaux et avec d'autres réseaux d'accompagnement, qui nous permet justement aussi donc d'autres réseaux d'accompagnement qui... Desquels vous êtes effectivement assez proches, évidemment, et notamment aussi les écoles. Aussi. Oui, tout à fait. On sème des graines d'audace aussi auprès des écoles et de l'écosystème étudiant, parce qu'il y a une chose aussi qui, je pense, va parler à tout le monde, c'est que on aurait tous, en tout cas, on est tous d'accord là-dessus, c'est que lorsqu'on était étudiant, en tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est que vous préféreriez parler d'entrepreneuriat, étudier l'entrepreneuriat plutôt que de passer 4 heures à faire des dissertes, en fait. Ouais, c'est ça, quoi. Tout à fait, ouais. Exactement. Ça, pardon. C'est vrai, d'ailleurs, ça faisait chier de faire des dissertes quand on était dans les études. Et on passerait du temps à parler d'entrepreneuriat, ça serait peut-être pas mal, quand même. Bah, en vrai, pour le coup, je fais une parenthèse là-dessus, mais les écoles, en ce moment, doivent s'adapter, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui demandent, et puis le réseau Entreprendre Nord fait partie des personnes qui poussent là-dessus, et c'est génial, hein. Il faut. Mais entreprendre, c'est aussi tenir sur la durée. Parce que bon, le burn-out, c'est pas une stratégie business. Et avec notre programme Bien-être du dirigeant, on rappelle qu'un entrepreneur qui est bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est quand même mieux qu'un zombie à la tête d'une entreprise, non? Et dans ce contexte actuel, nos entrepreneurs peuvent toujours compter sur nos 500 CEO, que ce soit lors d'échanges entre pairs ou lors de task force que nous organisons pour prendre des décisions rapides. Alors ça sonne sérieux comme ça, mais c'est avant tout un super moyen d'avancer ensemble. Alors, je te retourne la question, Valorant. Est-ce que selon toi, par rapport à ce que tu viens d'entendre, est-ce que le réseau est suffisamment en mouvement? C'est incroyable, hein. On commence pour les étudiants et pour les femmes, pour les motiver. Derrière, on les aide, on les accompagne, ça permet de créer de l'emploi. Et en plus, on s'occupe de leur santé mentale. C'est top, hein. Vraiment bravo. Hein. On peut les applaudir. Bravo. Hein. Merci en tout cas, merci. Mais tu sais, le mouvement, c'est eux. L'entrepreneuriat de demain, c'est eux. Alors je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements et je vais appeler à monter sur scène la promotion des lauréats 2024. Allez, venez nous rejoindre sur cette scène. Allez-y, mettez-vous derrière les fauteuils pour occuper la scène. Applaudissez-les encore un peu plus fort, s'il vous plaît. Ah, ils sont nombreux, hein. 54 lauréates et lauréats. Magnifique. Alors, Richard, tu as quelque chose à nous dire. Je sais que vous attendez la prochaine étape, mais avant de poursuivre cette soirée, j'aimerais prendre un instant pour un moment qui est un peu spécial ce soir. Parce que vous le savez, au réseau, il y a des entrepreneurs, il y a des membres engagés, mais il y a aussi celles et ceux qui, en coulisses, rendent tout ça possible. Et ce soir, on tient à remercier Alix, qui après 10 ans en tant que chargé de développement, va voguer vers de nouveaux horizons à la fin du mois de mars. Alix! Alors, au nom de toute l'équipe, des administrateurs, des lauréats, des membres et des personnes que tu as pu croiser et qui ont eu le plaisir de travailler avec toi, un immense merci pour ce que tu as fait parce que pendant 10 ans, tu avais une énergie, une motivation de dingue. Donc, merci Alix.
Alors, elle n'est pas très grande, mais elle fait un boulot de dingue et un boulot énorme. Voilà, applaudissements encore pour Alix. Et bien évidemment, je voulais remercier nos partenaires, nos membres ici présents ce soir ou derrière moi à l'écran, car vous savez que sans votre soutien, nous ne pourrions pas mettre en mouvement notre vision 2030, qui est de libérer l'énergie et l'audace entrepreneuriale dont le monde a besoin. Merci à tous et excellente soirée. Alors voilà, il s'affiche tous les partenaires du réseau Entreprendre Nord. Et puis, alors, on va en profiter pour diffuser peut-être sur cet écran la photo de cette promotion 2024 des lauréats. Elle a été faite tout à l'heure dans le hall. On va la diffuser tout de suite. Ils sont là. Vous pouvez encore, mesdames et messieurs, les applaudir. Et évidemment, vous allez pouvoir les retrouver tout de suite dès que vous aurez regagné cette salle là-haut pour évidemment boire un verre, mais aussi passer sur les différents stands pour aller discuter, pour aller essayer de comprendre le métier de chacune et de chacun d'entre eux. Et puis, eh bien, écoutez, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe technique, merci au son, à la lumière, à la régie. Il y a beaucoup de monde qui travaille et merci à Cyrano Productions pour cette soirée. Voilà, excellente soirée à tous, ciao. Merci Valorant.